Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents cet après-midi en pleine canicule pour nous accompagner à l'occasion de cette dernière rencontre de Racines de Ciel, de la 17e édition de Racines de Ciel. Effectivement, 5 primo-romanciers et que je vais vous présenter en quelques lignes. On va commencer par vous, Angela Nicolai. Vous êtes née à Porto Vecchio, où vous résidez et enseignez aujourd'hui. Après des études de lettres modernes, vous vous essayez à l'art du conte et à la pratique théâtrale au sein de différentes compagnies. Avant ce premier recueil, intitulé Amorose et paru en 2024 aux éditions O'Mara, vous avez publié 2 nouvelles dans le Décaméron 2.0 chez Albiane et de nombreux textes de création dans la revue Littérature. David Ducreux-Sincé, bonjour. Clermontois d'origine, vous avez travaillé dans l'édition pendant plus de 20 ans comme attaché de presse, puis comme responsable presse et communication pour la collection Folio et les éditions Gallimard. Depuis le printemps 2023, vous vous consacrez à l'écriture. En 2024, vous devenez directeur artistique du Salon du Livre de Roya-Chamalières et secrétaire du prix Alexandre Vialat. Votre premier roman, La loi du moins fort, est paru en janvier 2025 chez Gallimard. Joris Giovannetti, bonjour. Vous êtes né à Bastia, vous avez passé votre enfance en Castaniche, puis entamé des études de littérature et de sciences politiques à l'Université de Corse. Aujourd'hui, professeur de philosophie, vous nous offrez avec votre premier roman, Ce que la nuit choisit, paru cette année aux éditions de Noël, une fresque littéraire en forme de variation sur la Corse contemporaine et ses démons intimes. C'est aussi un texte à clé, mais on le verra dans la suite de cet entretien. Félicia Vitti, bonjour. Originaire de Lévis et Sartène, vous êtes scénariste et réalisatrice. La série Back to Corsica, que vous avez coécrite pour France Télévisions, revisite et percute frontalement certains clichés souvent accolés à la Corse. Dans votre premier roman, La fille verticale, paru l'été dernier dans la collection Blanche chez Gallimard, vous nous racontez la relation passionnelle et violente entre 2 femmes, la narratrice, vous donc, et elle, dans un Paris qui est comme recartographié par leur histoire. Souvent cru, sans autocomplaisance, ce texte, salué par la critique, a notamment reçu le prix SAD 2024. Clément Ribes, bonjour. Ancien élève de l'école normale supérieure, vous enseignez un temps à Harvard, puis faites vos premières armes dans l'édition à l'Olivier et chez Christian Bourgois, avant de créer la collection Scribe chez Gallimard en 2022. Également traducteur de l'anglais et de l'espagnol, vous dessinez dans votre premier ouvrage 1000 images de Jérémie, paru en 2024 aux éditions Verticales, le portrait recomposé d'un amant devenu une obsession. Très novateur, en particulier dans sa forme, ce texte est aussi une quête de soi à travers les fragments de l'autre. Alors, une première question à vous 5, puisque ce sont de premiers romans et premiers recueils pour vous, Angela Nicolai. Qu'est-ce qui a déclenché justement l'envie ou le besoin peut-être de cette première parution? Bon, allez, Félicia. Moi, l'envie d'écrire un roman, elle était là depuis longtemps. Mais j'avais pas le courage de le faire parce que quand on est scénariste, on nous dit toujours que c'est pas la même écriture, donc j'avais appris une écriture qui est plutôt, je dirais, cinématographique, où on écrit les images, et donc où il n'y a pas une exigence qui est la même que pour le roman. Donc j'écrivais pour moi et j'étais pas sûre que c'était un roman que j'allais finir par réussir à faire. Et c'est grâce à des ateliers que j'ai fait à la NRF et notamment grâce à une auteure qui s'appelle Laurence Tardieu qui m'a beaucoup épaulée au début du roman, que j'ai pris confiance en mon écriture et que je me suis dit que peut-être avec tout ce que j'avais écrit, j'avais déjà une ébauche de roman et j'ai continué dans cette idée-là de le terminer, quoi. Clément Ribes, peut-être? Je sais pas, ça marche, ouais. Moi, c'est un peu le même, enfin pas exactement le même processus, mais les mêmes questions que celles que Félicia vient de soulever, c'est-à-dire que j'écrivais depuis longtemps. J'avais déjà écrit plusieurs romans dont j'étais pas du tout content et que j'avais jamais montré. Et c'est pas que pour celui-ci j'avais plus envie d'être publié, mais c'est juste que quand j'ai
terminé de l'écrire. Et c'est pas non plus que je le trouvais meilleur que les autres, mais c'est juste que j'avais l'impression d'avoir réussi à faire ce que je voulais faire. Et donc je me suis dit que cette première étape de mon propre jugement, j'allais la confronter au jugement d'un éditeur à qui j'allais l'envoyer. C'est comme ça que ça s'est fait. Donc c'était pas prémédité, c'est juste un sentiment d'achèvement que j'ai reçu, que j'ai ressenti à la fin de l'écriture du manuscrit. David Ducreux. Oui, c'est un peu la même réponse dans le sens où le premier roman publié n'est pas forcément le premier qu'on écrit. Moi, me concernant, l'écriture était là aussi depuis assez longtemps. Je pense, en réalité, je m'en suis rendu compte l'année dernière quand j'ai achevé le premier atelier d'écriture que j'ai donné pour Racines de ciel, que peut-être ce parcours dans l'édition avait été une manière d'approfondir et de creuser cette envie d'écriture qui à la fois m'encourageait et me décourageait, quoi. Alors, donc elle m'encourageait dans le sens où ça m'amenait à lire beaucoup de livres, à réfléchir, à écouter les écrivains sur leur méthode de travail, leurs envies, etc. Et ça me décourageait dans le sens où j'ai lu beaucoup de très bons livres et où je me disais bon, à quoi bon ajouter un livre à cette masse. Et effectivement, il y a un moment où l'envie est plus forte. Et puis je pense qu'il y a une question de maturité. Alors peut-être que je suis quelqu'un d'assez lent, en tout cas pour l'écriture, et que puis j'avais vraiment besoin à cause du contexte peut-être, de me dire il faut vraiment que je sois à la hauteur, voilà. Et donc j'étais extrêmement critique vis-à-vis de tout ce que je pouvais produire avant, mais je pense que c'était un peu pareil pour Clément, hein. À partir du moment où on travaille dans l'édition ou que effectivement on a peut-être un niveau d'exigence, alors après on n'y arrive pas, hein, ça c'est une autre question, mais en tout cas vis-à-vis de soi-même déjà il y a ce processus-là. Ouais. Angela Nicolai. Alors moi c'est un recueil de nouvelles, mais bon, le processus c'est sûrement un peu le même. L'envie d'éditer, il est présent en rêve depuis longtemps, puisque l'écriture fait partie de ma vie depuis longtemps. Mais c'est vrai que voilà, il faut se confronter ensuite à cette exigence du travail, de finir, d'améliorer, et voilà. Et puis merci. Joris Giovanetti. Alors, de mon côté, j'ai un parcours similaire à celui de mes camarades ici, c'est-à-dire que la première question qu'on se pose, c'est pourquoi ajouter quelque chose, en fait. Comment on peut venir après des grands auteurs comme Cervantes, Dostoïevski, Shakespeare, enfin, il faut quand même être... oui, mais ces gens-là ont existé et nous, on ne vaut rien à côté, en fait. Donc, il faut se dire, il faut passer cette forme d'imposture qui est inhérente à la position de celui qui écrit, qui se dit bon, maintenant j'ai quelque chose à offrir et ça vaut peut-être le coup. Et ça a été, je pense, dans mon processus de maturation de l'écriture, la quête la plus longue, en fait. C'est de pouvoir se dire au bout d'un certain temps, de nombre de pages raturées, recommencer, pouvoir se dire alors peut-être que ça sera pas quelque chose d'aussi grand que les auteurs dont on parlait, mais ça potentiellement une voix nouvelle à apporter avec une certaine perspective, avec une certaine manière de voir le monde et de l'appréhender. Donc ça a été un processus de maturation assez lent et j'ai toujours pensé, mais pour assumer le penser, il m'a fallu du temps en fait. Et il a fallu un long parcours. Alors ce qui est assez fascinant, c'est qu'il y a 5 ouvrages, donc romans et recueils de nouvelles, qui abordent des thématiques, des réflexions, des enjeux à la fois parfois assez ressemblants, souvent très différents. D'où l'expérience de haute voltige que vous avez la chance de vivre avec nous cet après-midi. Mais il y a peut-être quelque chose qui, je trouve, vraiment serpente dans l'ensemble de vos ouvrages, c'est l'enjeu, mais aussi le défi de l'initiation. C'est-à-dire que votre premier roman, c'est la marque d'une initiation à l'écriture, et dans l'ensemble de vos récits, il est aussi question d'initiation. Initiation à des rites ou traditions ancestrales, initiation au désir et à l'imagination qu'on projette chez l'être désiré.
qui nous obsèdent, initiation à une relation amoureuse, initiation également à l'engagement politique et justement aux désillusions de la réalité politique lorsqu'on s'engage, notamment, mais pas que. Et peut-être que le récit initiatique, et là je m'adresse à David Ducreux, le roman initiatique, je dirais, qui vraiment transcende l'ensemble de ces aspects, c'est peut-être le vôtre, puisque et Sandra l'a rappelé, il est question vraiment d'une emprise du narrateur qui est justement maîtrisé, qui est contrôlé, qui est totalement sous l'emprise d'un certain dénommé Romain Poisson, et qui l'initie finalement à l'ensemble des aspects de la vie, de la politique, à la sexualité, à tout simplement la cigarette, au rapport à sa famille, à la manière de voir le monde. Il y a vraiment l'idée que l'initiation nourrit cette forme d'emprise. Oui, alors moi c'était très clair dès le début, c'est-à-dire que je voulais vraiment écrire un roman initiatique. Donc le roman initiatique, c'est quand on prend des personnages dans l'enfance et puis qu'on les suit jusqu'à l'âge adulte. Alors après on les suit plus ou moins longtemps. Moi c'est sur une petite vingtaine d'années, mais c'était vraiment le projet. Et c'est le roman initiatique, roman de formation, et qui est presque un genre à part entière en réalité. Mais aussi parce que j'avais envie effectivement de traverser de nombreuses années, de voir grandir, évoluer mon personnage, se confronter et aussi donc effectivement faire l'apprentissage essentiellement de la vie, se confronter effectivement à un certain nombre d'événements mais auxquels on s'est tous confrontés, et notamment à l'adolescence. Donc c'était une vraie volonté, et doublé aussi d'un roman d'émancipation, parce que pour moi l'apprentissage, et quel que soit l'apprentissage ou quelles que soient les choses qu'on apprend, doivent, je pense, nous libérer. Et donc c'est vraiment tout l'enjeu du roman, c'est cette quête de liberté, ce besoin, cette envie d'émancipation que j'ai voulu. C'est vraiment la forme que j'ai adoptée, quoi, en tout cas. Ouais. Sur l'aspect initiatique, est-ce que l'un d'entre vous veut réagir plus particulièrement? Moi, c'est pas vraiment du roman initiatique, mais c'est du roman d'apprentissage. Moi, je pense que c'est quelque chose qui s'inscrit dans une tradition de l'apprentissage amoureux, de la première confrontation dans la jeunesse à un amour passionnel. Donc moi, c'est un peu aussi ça que j'ai essayé de faire avec La Fille verticale. Donc m'inscrire dans une tradition littéraire un peu similaire. Voilà. Alors en fait, moi, je voudrais rebondir sur l'intitulé de ces rencontres, qui est fiction vraie. Et ce qui m'a frappé dans quasiment l'ensemble de vos publications, c'est la question du rapport au réel et la question de la perception de la réalité, y compris dans la reconstitution d'un parcours amoureux. Alors là, c'est particulièrement évident chez vous, Clément Ribes, avec cette fragmentation du récit et ces fragments qui finissent par former un puzzle. On a l'impression d'être vraiment dans une double réalité. C'est vrai aussi chez Joris Giovannetti, c'est vrai chez vous, Vélicia Vitti, puisque vous vous posez la question de la réalité des choses et du double. Ça revient en certaines occurrences, mais plus particulièrement, ça a peut-être aussi conditionné un peu la forme chez vous. Oui, alors pour recontextualiser, c'est un livre qui est écrit en 1000 fragments. Chaque chapitre a 100 fragments et ça finit par faire 1000 images de ce personnage qui s'appelle Jérémy. Oui, en fait, c'était exactement le projet entre guillemets de ce livre, c'est-à-dire que j'avais envie de peindre un personnage, un narrateur qui est hanté par un souvenir, par une histoire d'amour. Et comment dire, je suis parti du principe qu'il avait une mémoire en 1000 morceaux. En fait, j'ai pris à la lettre l'expression être en 1000 morceaux. Et je me suis dit, je vais écrire ce livre comme ça. Au lieu plutôt que de faire l'histoire de manière linéaire, ils se rencontrent, ils ont une histoire, ils se séparent, ils se quittent, etc. Je vais prendre le personnage bien des années après, qui se souvient de cette histoire. Et comme notre mémoire est toujours fluctuante, on réécrit beaucoup de choses quand on se souvient. J'ai décidé de prendre le parti pris de avoir toujours un petit flottement où on sait jamais très bien ce qui est vrai, ce qui est pas vrai dans sa mémoire à lui. Est-ce qu'il est en train de fantasmer encore? Est-ce qu'il est en train déjà d'écrire un roman de son histoire? Pour garder, voilà, cette espèce de, ce qui m'intéressait, c'était
d'essayer de me mettre dans la tête de quelqu'un et d'essayer de décrire le processus mental qu'on a quand on pense à quelque chose. D'ailleurs, à la fin de votre livre, on ne sait toujours pas si Jérémie a existé ou pas. Absolument. C'est quelque chose que je voulais qu'on ait cette porte de sortie, de savoir peut-être, de se dire que peut-être cette personne qui a été l'objet de tant de fantasmes et tant d'attention, peut-être c'était un personnage de fiction. Ce qui est frappant, c'est cette écriture volontairement fragmentaire. En parlant de fragments, je ne peux que penser à la forme non romanesque qui est représentée ici, qui sont des nouvelles et la question de peut-être comment capter par l'écriture, refuser un peu un tout unifié linéaire pour justement choisir une écriture fragmentée ici. Quel a été votre choix de refuser un récit linéaire pour justement le décomposer, ou plutôt l'articuler sous forme de nouvelles plutôt qu'un roman davantage qui ferait corps et qui ferait un tout? Alors ça c'est pas, ça n'a pas été réfléchi comme ça en fait. Moi j'avais commencé quelques nouvelles et puis elles avaient une vraie densité, ça créait vraiment un petit univers en quelques pages et c'est un exercice qui m'a beaucoup plu en fait. Et je pense que justement, moi je suis très admiratif des vrais premiers romans là, parce que du coup moi j'ai beaucoup de mal à choisir. C'est-à-dire à me dire, je vais traiter un sujet et seulement un sujet, même s'il est protéiforme, même si bien sûr un roman ça contient beaucoup de choses. Voilà, j'ai préféré visiter en fait différentes atmosphères, différents lieux, différentes histoires et qui bien sûr pourtant ont un lien entre elles et résonnent les unes avec les autres et créent peut-être du coup une mosaïque. Et je tourne vers Joris Jovanet, puisque certes c'est une fresque sociale très dense qui compose comme un univers. Il y a vraiment un monde qui est construit, une totalité, mais par une forme de fragment, puisque ce sont des instantanés, puisque chacun de vos chapitres sont circonscrits dans le temps et dans l'espace de manière presque minutieuse, hein, au jour ou au mois près, parfois à la saison, mais c'est presque la limite. Il y a quelque chose comme une succession d'instantanés, dont on pourrait presque dire de quelque chose de cinématographique, dans la mesure où il y a des scènes qui se succèdent, y compris dans le temps et dans l'espace. C'était une forme qui pour vous devait donner corps à cette fresque sociale. Qu'est-ce qui a été le moteur du choix de cette forme justement en fragments, enfin moi je dirais en cliché ou en instantané, comme des petites vidéos presque? Alors c'est une très bonne question et très honnêtement je saurais pas vraiment y répondre. Une fois que j'ai commencé la rédaction, je dirais du roman avec tous les efforts que ça demande, je me suis rendu compte, je me suis dit mais pourquoi je fais ça comme ça en fait? Je suis en train de me prendre la tête de manière affreuse. Je me tape la tête contre les murs 3 fois par jour. C'était vraiment difficile à mettre en place parce que comme vous l'avez dit, il y a des structures narratives qui vont venir se compléter, qui vont s'entrecroiser et des époques qui vont suivre cela. En fait, je pense que l'idée c'était de dire que il y avait une sorte de fatalité qui émergeait de tout ça, et la fatalité qui émerge de tout ça, c'est que on est dans une île où, comme on dit chez nous, il y a que les montagnes qui ne se croisent pas, et que de fait, en fait, dans un microcosme comme le nôtre, on ne peut pas échapper à une forme de destin qui est inhérent à la géographie et qui fait qu'on va tous finir par se recroiser et former un destin à la fois collectif et individuel. Et ce que je voulais interroger, c'était un peu cette idée de destinée, de quête du sens, je dirais, à nos existences respectives, et à toutes nos manières d'interroger nos souffrances et de les surmonter. C'était ça le but initial. Après, la forme que j'ai choisie, je me souviens pas vraiment pourquoi j'ai choisi comme ça, et je suis très content du résultat, mais très honnêtement, c'était difficile quand parfois je faisais des erreurs et qu'il fallait que je réécrive des choses pour que tout colle. Mais finalement, je trouve que j'en suis content. Voilà. Je vais citer une phrase de votre livre justement qui en fait pourrait être rapportée à nombre d'intervenants autour de cette table. Il n'y a rien en vérité qui prédétermine un rapport définitif à la réalité. Alors c'est très vrai, et d'ailleurs on a parlé de la reconstitution fragmentaire chez vous, Clément Rib. Chez vous aussi, Félicia Witt, on a l'impression que la reconstitution de ce parcours amoureux passe uniquement par le prisme de ce qui a été ressenti, avec à la fois une matérialité, une sensorialité très présente, mais aussi une intellectualisation, comme une forme de dédoublement.
Oui, c'est une écriture qui est fragmentaire, mais peut-être aussi parce que c'était tout ce dont je me souvenais. Mais justement, c'est votre mémoire qui a fait le tri, en fait. Voilà, en fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est de montrer que dans la mémoire amoureuse, on ne pouvait avoir que des souvenirs forts et fragmentaires. Quand on se rappelle d'une relation qui s'est passée il y a 1 an, qui s'est passée il y a 2 ans, qui s'est passée il y a 10 ans, c'est faux. On se rappelle pas les 1 an et demi ou les 3 ans qu'on a passé avec une personne. On se rappelle de moments, de scènes, de flash qu'on a de cette relation. Donc c'était ça que je voulais faire ressentir à travers La Fille verticale, cette impression de souvenir. Donc c'est un livre qui s'écrit au passé, donc on a accès à les restes du souvenir à l'intérieur du cerveau de la narratrice. C'est pour ça qu'on est dans le monologue intérieur à l'intérieur du roman et que c'est fragmenté du coup. Et puis, il y a peut-être, pardon, juste pour compléter la question, dans votre écriture, est-ce qu'il y a quelque chose qui, alors, à un moment du livre, d'ailleurs, c'est très, très intéressant, vous parlez de votre grand-mère, qui, en fait, scénarise votre histoire familiale à l'aide de photos. Elle a une arborescence au-dessus de sa cheminée. Oui. Votre grand-mère en Corse, hein, bien Ouais. sûr. Et je me suis dit, tiens, il y a peut-être là une inspiration aussi par rapport à votre métier, qui est celui de scénariste, et cette façon de découper le récit un peu je dirais en plan séquence. Vous parlez de scènes à intervalles réguliers d'ailleurs. Ouais, oui, je pense que c'est peut-être un peu une des formations professionnelles que j'ai à la base, où je vois les chapitres comme des séquences. Et après, vous parlez de ma grand-mère, peut-être qu'elle aussi, enfin, c'est une métaphore, c'est-à-dire qu'elle a fragmenté mes souvenirs d'enfance. Même le fait que le tableau des photographies soit complètement mouvant, comme un tableau de scénariste où on modifierait les séquences. Finalement, non, c'était plutôt toi que j'aimais, plutôt ta cousine. Enfin, cette espèce de jeu avec les photos que j'essaye de décrire, c'est une métaphore de ce que je fais en tant que scénariste et ce que je fais aussi dans le roman, quoi. Et peut-être aussi David Ducreux, parce que vous avez parlé de votre volonté de faire ce roman initiatique, mais c'est vrai que dans la structure, dans le découpage, c'est souvent également des petites séquences avec une gradation vraiment, et c'est ça qui est assez fort, une gradation de l'emprise qui progressivement se tisse, se noue, avec parfois des moments de mise à distance, des moments de renforcement. Il y a aussi une manière dans votre structure comme une forme comme si on grimpait un peu une montagne pas à pas et seuil à seuil. Il y a quelque chose de vraiment de la concision des passages pour justement gagner en intensité. C'était quelque chose qui pour vous mettait au service de votre roman? Oui, tout à fait. En fait, d'ailleurs, par rapport justement à votre remarque tout à l'heure sur l'intitulé du festival, je pense que n'importe quelle de ces histoires est une somme de détails, donc c'est une somme de scénettes, et peut-être que la vérité est justement dans les détails. Mais voilà, c'est juste une somme de détails. Et mais comme l'est la vie en fait. Et après, à nous de lui donner du sens ou pas. Et puis après, moi, c'est peut-être la manière que j'ai eu d'écrire ce livre-là, mais qui est la manière qui est aussi celle par laquelle j'écris le deuxième. Donc peut-être que ça sera ma méthode de travail, mais c'est pas tellement, c'est d'avoir une vision globale, mais un petit peu assez floue quand même, avec en revanche à l'intérieur des scènes très précises, parce que je sais que je veux faire passer mes personnages par tel ou tel événement, confrontation, etc. Et c'est aussi les rencontres avec d'autres personnages, etc. Et puis après, il y a ce qui jaillit au moment de l'écriture. Mais au moment de la conception, de la réflexion, et c'est pour ça que je l'écris un peu dans le désordre, c'est-à-dire qu'il y a des scènes qui me viennent, j'ai très envie de les écrire. Il y en a, je me retiens parce que je me dis je les écrirai quand elles arriveront. Il y en a d'autres, j'ai envie de les écrire tout de suite, même si elles devront se trouver à la fin, mais parce que ça me donne une sorte de repère en fait. Et donc petit à petit, il y a un chemin qui se dessine. Les scènes, je sais pas forcément dans quel ordre elles vont apparaître. Je ne sais pas exactement à quel moment du récit je vais m'y confronter. Mais tout cela se précise petit à petit. Et parfois, effectivement, donc je pense que ça tient aussi à ça, mais aussi certainement
à cette alternance aussi qu'on peut avoir entre les grandes scènes que toutes les petites scènes autour vont servir ou mettre en valeur. Donc en fait après c'est une question d'équilibre général et je pense qu'on procède tous un peu de la même manière, plus ou moins consciemment et avec plus ou moins de méthode, mais en tout cas il y a quelque chose qui à mon avis se construit dans cet endroit-là quoi. Et on parlait tout à l'heure, vous venez d'évoquer à nouveau le titre des rencontres. Je parlais tout à l'heure de distorsion de la réalité, ou plus exactement Alors oui, pour revenir sur l'intitulé des rencontres et cette idée de distorsion de la réalité et de réalité parallèle, on verra que dans chacun des récits, ça passe par des prismes différents, par la reconstitution de la mémoire, beaucoup par les images. Alors que ce soit les images modifiées par les réseaux sociaux, par la photographie chez vous, Clément Ribes, qui est un médium hyper présent, ou chez vous, David Ducreux, parce que rétrospectivement le narrateur redécouvre de son histoire. Mais chez vous, Angela Nicolai, ça passe aussi par cette double réalité qui a quelque chose à voir avec le fantastique, la légende, la transmission, l'atavisme et le poids d'une certaine forme, je dirais, de merveilleux, même si c'est souvent sombre, mais il y a cette idée de réalité au-dessus de nous et qui nous conditionne aussi, et qui remonte à très très loin. D'ailleurs, votre livre est dédicacé à vos filles et à vos ancêtres. Ça veut tout dire. Oui. Oui, pour moi, la réalité, c'est un mot piège, quoi. Qu'est-ce que c'est le réel? Qu'est-ce que c'est la réalité? Est-ce que chacun d'entre nous est bien certain de ce que ça signifie? Mais même dans ce qu'on vit au quotidien, hein, je pense que chacun d'entre nous a plein de moments dans la journée, on sent bien qu'il y a un petit décalage, on sent bien qu'il y a quelque chose qui colle plus, comme on dit, hein, et ça peut être fugitif, ça peut être comme ça, furtif, et puis bon, parfois ça peut être plus grave et on a une vraie dissociation, hein, une vraie difficulté à être dans le réel, être dans la réalité. Donc il y avait cet aspect-là, mais et voilà, il y a surtout l'aspect que du coup, est-ce que toutes les croyances dont on est façonné à travers les siècles, à travers notre culture, à travers nos propres goûts, hein, aussi, est-ce que tout ça ne sert pas à donner une certaine densité en fait à la réalité, parce que justement elle nous échappe, parce qu'elle est un peu comme du sable qui coule entre nos mains, et que au mot réalité, en fait, moi je préférerais le mot existence, en fait. On existe, on est là, on est présent, mais que sait-on de la réalité? 1, 2, merci. Alors, forcément, votre intervention me fait rebondir sur Joris Giovannetti, parce que c'est quand même des questionnements qui structurent vraiment l'ensemble de votre roman, avec la question des anges, puisqu'on était dans le fantastique, le rôle des anges qui, dans les destinées des personnages, qui ne sont pas des parcours, parce que on a le sentiment qu'ils sont tellement déterminés, tellement conditionnés, que leur libre arbitre est quand même assez malmené, il faut dire. D'ailleurs, c'est ce que la nuit choisit. D'ailleurs, c'est pas le personnage qui choisit la nuit, c'est la nuit qui les désigne. Il y a une sorte d'élection de ces personnages qui seront hantés, obsédés, et qui vont déterminer vraiment leur existence avec justement ce poids, ce rôle des anges. Donc ça, c'est quand même été un fil conducteur sur l'ensemble de votre roman d'ailleurs, qui est totalement hanté par la pensée de Nietzsche, qui justement a mis à mal à plusieurs reprises dans ses ouvrages la notion même de libre arbitre. Oui, alors c'est très intéressant ce que vous dites, parce que en fait, si vous voulez, la figure de Nietzsche, elle est complètement quelque part liée à celle des anges, et les deux figures se répondent tout au long du roman. Moi, j'avais comme ambition, en fait, Nietzsche va être un auteur capital, enfin qu'il a été pour moi comme il a été pour beaucoup de personnes, parce que Nietzsche va être le premier à interroger le sens qu'on donne à l'existence. En fait, qu'est-ce que ça veut dire de donner du sens à son existence? Pourquoi on le fait? Et on peut le faire à travers différents avatars, on peut le faire à travers une quête politique, on peut le faire à travers la religion, on peut s'inventer, un peu comme disait Angela, des formes d'arrière-monde pour donner de la constitution au réel. Et ce que je voulais un peu
finalement faire à travers ce roman, c'était interroger le sens qu'on donne à toutes ces fictions narratives qui constituent ce que l'on est, et que ce soit des fictions individuelles en fait qui nous poussent à aller de l'avant. Par exemple, cet adage de Nietzsche que l'on entend beaucoup trop et que l'on comprend mal, qui est ce qui ne me tue pas me rend plus fort, alors que Nietzsche ne parle évidemment que pour lui, parce qu'il se pensait d'une nature supérieure. Il voulait pas du tout que ça devienne un mantra et que ça soit récupéré comme ça l'est fait aujourd'hui. Et je voulais interroger à travers la figure de Nietzsche plusieurs thématiques: la quête de sens, la vérité, l'engagement politique, l'individualisme, le collectif. Et à travers la figure des anges, en fait, c'était quelque part une métaphore qui est celle de, en fait, quand on donne quelque chose autour de nos narratifs, est-ce que finalement parler des anges, et puis initialement, en fait, l'idée, je suis obligé de prendre un petit temps pour le dire, l'idée initiale, le titre initial du livre, avant que je choisisse ce que Annie choisit, c'était autre chose, c'était le sexe des anges. Et j'avais appelé le livre Le sexe des anges, dans le sens où il y avait eu une vieille querelle théologique qui imprègne aussi le roman, donc qui pendant la chute de Constantinople, il y avait des prêtres qui avaient refusé de défendre la cité parce qu'ils étaient en train de parler, enfin de se disputer à savoir si les anges avaient un sexe ou pas, et donc finalement, à force de parler, ils n'ont pas défendu les remparts et tout le monde s'est fait tuer. Donc ce que je voulais dire à travers ce titre-là et à travers la figure de l'ange, c'est que est-ce que tout ce qu'on donne comme narratif à notre existence, c'est pas un peu comme le sexe des anges, ça veut pas un peu au final parler pour rien dire? Est-ce qu'on n'invente pas des narratifs qui essaient de donner finalement une forme de consistance à quelque chose qui initialement n'en a pas, et que tout ce qu'on fait, c'est pour essayer de survivre sur une planète. Alors, c'est pas super joyeux, je vous le concède, mais de survivre dans un monde qui nous est hostile, et qu'on essaye de s'en sortir comme on peut avec des récits de soi et des récits collectifs. Et en parlant d'ange, ce qui m'a frappé, c'est peut-être dans l'œuvre de Clément Ribes, 1000 images de Jérémie, on peut penser quand même que Jérémie peut être apparenté à un ange. Vous n'arrivez pas à le prendre en photo, vous n'arrivez pas à le saisir, vous dites que c'est un amant décomposé, désaffecté, donc dépourvu d'affect. Vous dites que vous ne l'avez jamais vu, que le narrateur ne l'a jamais vu manger, qu'il n'a jamais vu être mouillé par la pluie. Enfin, il y a tout un... Et vous dites, Jérémie, le narrateur dit que Jérémie est un être sacré. Donc il y a vraiment l'idée de diviniser l'être désiré, ou l'être qui nous obsède plus précisément peut-être, où il y a presque une valeur spectrale, Jérémie, presque surnaturelle. Oui, je voulais. En fait, ce qui m'intéressait, c'était que c'est pas ce qui m'intéressait. Je sais pas. En tout cas, c'est ce que j'ai fait. Et je me suis rendu compte après que ça m'intéressait plutôt. C'est de faire de ce personnage un personnage qui soit toujours présent dans le livre partout, mais qu'on n'arrive vraiment pas à le saisir physiquement. On sait pas vraiment à quoi il ressemble en fait quand on lit le livre. On sait pas de quelle couleur sont ses yeux. On sait pas. Il y a très peu de précision physique, mais sa présence, elle, est partout. Et je voulais qu'il soit à la fois trop là et pas assez là. Et en effet, ça donne quelque chose d'assez bizarre. C'est quasi un personnage transparent, donc c'est, comme vous disiez, quasi un spectre et un fantôme, comme un fantôme qui hante sa mémoire. Et ça allait justement avec ce que vous disiez tout à l'heure sur la question de la photo, en fait, parce que moi c'est vrai que c'est un livre où il y a beaucoup de photographie, il est question beaucoup de ce médium-là, parce que pour moi c'était une métaphore de la mémoire. En fait, une photo, quand on prend un instant en photo, l'instant qu'on vient de prendre, là si je vous prenais en photo, ben je vous prends en photo et 2 secondes plus tard l'instant n'existe plus, et il va très rapidement il va s'éloigner dans la mémoire, et on pourra pas le rattraper. Et la seule chose qui nous reste, c'est une trace, c'est un dessin, une photo, voilà. Et en un sens, on est tous des spectres qui hantons ces photos-là. Et c'est de ça que je voulais travailler un petit peu dans ce livre-là. Justement, sur la photo, vous avez une très très belle phrase à un moment du livre, puisque il était impossible de prendre Jérémie en photo, et vous écrivez: je ne prenais en réalité que le tremblé de son absence. Oui, je vais pas me commenter moi-même, ce serait un peu bizarre. Mais oui, parce que c'est à la fin d'un paragraphe où on dit que à chaque fois qu'il prend une photo de ce garçon,
il y a cette espèce d'opération un peu magique dont vous parliez, c'est qu'il est toujours un peu flou. Et c'est une façon de dire que voilà, d'aller sur le côté insaisissable de ce personnage, et de se poser aussi la question de quand voilà, en plus la photo est devenue un médium très important dans nos vies, presque réflexe en fait. Qu'est-ce qu'on cherche vraiment à prendre en photo quand on prend une photo? Est-ce on veut garder quelque chose ou est-ce qu'on veut pas aussi contribuer à son oubli? Voilà, c'est une façon de le dire un peu détournée. Oui, ça peut se lire ou s'appréhender en creux, effectivement. Ça s'appréhende en creux par l'absence, de toute façon. Parce qu'il ne... Et alors, je voulais juste rebondir sur la question du libre arbitre. Effectivement, on en a parlé dans votre livre. On a l'impression qu'il n'y en a pas, à la fois lié à une espèce de malédiction, parce que le livre ne commence pas dans les années 2000. Il commence en fait un siècle avant, avec cette famille maudite en quelque sorte. Et ce qui est transversal à plusieurs de vos livres, et pas seulement aux livres écrits par des Corses, c'est le poids de l'atavisme. Chez vous, David Ducreux, en fait, le personnage est tel qu'il est parce qu'il porte aussi le poids d'un atavisme familial. Félicia Vitti, chez vous aussi, il y a ce poids, puisque la narratrice, on va dire vous, est aussi le fruit d'une histoire familiale, d'une matrice familiale, et plus exactement de la figure d'un père qui détermine aussi ses comportements. Et chez Joris Giovannetti aussi, c'est le poids de ces contraintes familiales et de cette malédiction. Alors, sur cette question de l'atavisme, est-ce que ça c'est arrivé spontanément? C'était une idée... Voilà, parce que c'est très présent, les familles sont très présentes. Chez vous, Angela Nicolai aussi, il y a cette question des ancêtres qui conditionnent le comportement actuel. Chez vous, pas du tout, puisque le personnage n'a pas de famille, le narrateur non plus. Donc, c'est un univers totalement clos, d'ailleurs, absolument. Et bon. 1, 2. Oui, merci. Peut-être pour éclairer la question de Sandra, je voulais citer une phrase d'Angela Nicolai dans la nouvelle La souche mère, qui se passe au Vietnam. Il y a cette phrase qui est quand même assez belle. Chaque génération devrait s'efforcer de payer sa dette, sinon la suivante risquait la faillite. Les parents mangent salé et les enfants ont soif. Donc il y a vraiment cette cascade, cette espèce d'emprisonnement de la tradition familiale qui est quand même présent, et Sandra l'a dit, dans beaucoup de vos romans, et également chez vous, David Ducreux, puisque dès le début, on comprend très bien que la première emprise, c'est l'emprise de la figure maternelle, la figure ultime. Oui. Alors effectivement, là, ça fait pratiquement partie de la structure aussi. Après, ce que j'ai beaucoup travaillé l'ambiance en fait générale. Ça passe par un certain vocabulaire ou un vocabulaire adapté, enfin ce qu'on appelle le champ lexical. Mais je me souviens très très bien qu'au début, avant même de connaître l'histoire, j'ai vraiment réfléchi à mon vocabulaire en me disant il y a des mots, je tiens absolument à ce qu'ils y soient. Mais parce que si j'arrive à les disséminer un petit peu partout, petit à petit, ça va créer une atmosphère. Et alors déjà, parce que ça se passe dans une maison de famille tous les étés, et ça c'est quelque chose qu'on est certainement très nombreux à avoir connu, au moins quelques années, de retourner chaque été, ou en tout cas certains étés, dans une maison qui n'est pas forcément une maison de famille, mais la même maison où on vit presque pareil, mais pas tout à fait de la même manière non plus, où le temps ne passe pas de la même façon. Et puis c'est une sorte de double vie presque, puisqu'il y a les gens qu'on rencontre sur place et qu'on ne retrouve qu'à ces occasions-là. Et donc ça, c'était une idée qui me plaisait beaucoup. Et puis, comme en filigrane, il y a quand même la question de la mort. Moi, j'aimais beaucoup aussi cette idée que j'ai faite et que j'ai donnée à mes deux personnages principaux, qui est l'idée du cimetière dans le jardin, en fait, où toute la famille repose dans le jardin de cette maison. Alors ça, c'est la famille Adams, je pense, ou quelque chose comme ça, mais comme quelque chose que je trouve d'assez romantique, alors qui est illégal, mais en tout cas l'idée me plaisait beaucoup, et j'aime bien ça, et j'aimais bien que mon narrateur, ce jeune garçon, ait lui aussi envie d'avoir un cimetière à lui, et donc voilà, donc je parle d'une famille de fossoyeurs. Alors c'est évidemment une manière de plaisanter, mais en tout cas oui, voilà, donc le poids de la famille, il est là
dès le départ. Après, évidemment, il y a cette emprise-là d'abord de la mère, et donc qui se perdure. Et effectivement, c'est aussi, on cherche aussi à se libérer de sa famille, quoi. Oui. Alors une autre thématique transversale au livre, à moins que quelqu'un ne veuille réagir sur l'atavisme, Félicia Vitti, peut-être, c'est pas ce qui s'impose de prime abord dans le livre. On ne le comprend qu'à partir du moment où la narratrice retourne en Corse. Alors moi, je sais pas si j'ai voulu parler d'atavisme. Je crois que ce que j'ai voulu essayer de mettre en évidence et en exergue, en mettant en parallèle la relation au père et la relation à elle, la relation passionnelle que la narratrice a pour elle, c'est que les deux personnages sont des narcissiques, et en fait, elle est sous emprise des deux personnages, et que c'est là-dedans qu'il y a une répétition de l'amour toxique. Je sais pas si je peux parler d'atavisme à ce moment-là. Moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt d'analyser les rapports amoureux qui sont liés en fait à ce qu'on a comme relationnel avec nos parents. Ça procède aussi d'une forme d'héritage inconscient, je dirais. J'imagine. Voilà. Et alors, justement, vous avez prononcé un mot qui est un mot un peu focal, mais alors dans l'intégralité des livres, en tout cas une thématique, c'est le mot mort. Alors, je suis désolée d'assombrir un petit peu voilà, mais ça, c'est véritablement la thématique que l'on retrouve dans tous vos livres. Félicia Vitti, je vais vous citer, vous parler de votre personnage qui s'appelle Elle majuscule. Elle déteste les vivants. Elle n'aime que les morts. C'est donc la vie en moi qu'elle a décidé de tuer. Ça, c'est très fort. Et d'ailleurs, on s'aperçoit dans le cours du livre que il y a cet aspect très, très important dans le personnage que vous relayez aussi. Clément Ribes, on se pose la question en permanence de la mort. À un moment donné, Jérémy vous dit, le problème avec la photo, c'est que ça survit. En fait, ça reste après la mort. Angela Nicolai, évidemment, il y a le culte de la mort dans une de vos nouvelles, la Santissima, c'est la Santa Muerte, voilà, par exemple. David Ducreux, évidemment, puisqu'on va peut-être pas spoiler le livre, mais la mort au sens physique du terme est présente, est omniprésente. Et chez vous aussi, Joris Giovannetti, évidemment. Je dirais pas qu'il y a des morts à toutes ces deux pages, mais enfin bon, il y en a. Voilà. En tout cas, il y a le poids du destin et la mort, évidemment. Alors sur cette omniprésence de la mort dans vos livres, peut-être une réaction de chacun. C'est pas quelque chose qui chez vous c'est évident, David Ducreux. Oui, mais alors moi après c'est peut-être c'est pas une obsession, faut pas exagérer, mais voilà, c'est une question qui fait partie de la vie en fait. Donc et puis c'est ce qui nous attend. Pendant le déjeuner de midi, on parlait de nos études, et pendant 2 ans de ma vie, j'ai fait des études d'histoire, et je racontais à quel point notamment l'histoire médiévale m'avait marqué, et parce que j'avais étudié la question de la bonne mort, alors à partir des testaments, comment on est enterré, la question des indulgences, etc. Alors moi, qui sont des questions qui enfin moi j'avais trouvé ça extrêmement intéressant, et c'est des questions surtout que dans notre époque qu'on évacue, c'est presque une tarte à la crème de le dire, mais on a le sentiment que la mort est devenue encore plus taboue qu'elle ne l'était, ou qu'elle était peut-être mieux acceptée ou mieux intégrée, je sais pas, au processus de la vie même, et que aujourd'hui, avec des désirs illimités d'éternité, la prise de la photo, est-ce que ça relève pas aussi de ça? De capturer des instants et d'essayer de les transformer en éternité, j'en sais rien. Et donc moi c'est une question qui m'intéresse, et puis parce que malgré notre état d'esprit contemporain, ça ne change rien, quoi. D'ailleurs, j'en profite pour vous citer. Les hommes, au contraire des animaux, compliquent tout, et surtout la mort. De mon point de vue, tout cela est pourtant d'une accablante simplicité élémentaire dans l'ordre des choses. Alors j'aurais pu compléter ma question avec la question des fantômes, et notamment les fantômes des morts qui hantent un certain nombre des personnages de vos livres. Félicia Vitti notamment. Je me permets de répondre à la question d'avant aussi, parce que moi je pense qu'on écrit déjà parce qu'on est angoissé par la mort, on écrit pour éviter la mort, pour laisser une trace. Donc
moi, naturellement, dans mon roman, je frôle la mort constamment, en fait. Toutes celles qui voudraient m'happer, le suicide, c'est quelque chose qui m'a beaucoup questionné et qui me questionne dans le roman. C'est comment les gens peuvent être attrapés par la mort. Donc, c'est une thématique qui est très forte dans mon roman parce que je pense qu'aussi, comme le dit David, c'est une obsession naturelle qu'on a tous. Et nous, en premier, peut-être en tant que primo-romancier, c'est la première qu'on traite quelque part. On pourra peut-être s'atteler à avoir d'autres sujets sur les prochains, une fois qu'on aura réglé celle-là de questions. Et du coup, moi, oui. Après, c'est aussi, il y a aussi une forme d'hommage. Je pense quand on parle de ces morts, quand on parle moi, je parle de mes grands-mères, il y en a une des deux qui est morte maintenant, donc j'ai laissé une trace de ma grand-mère. C'est important parce que je pense que écrire le livre, c'est les empêcher de mourir complètement. Donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup des morts. Et si on parlait de fantômes, il faut aussi évoquer le fantôme qui est un peu le originel de votre roman, Joyce Joannette, qui est ce Christine, puisque c'est la famille qui est presque une dynastie, même si elle n'a pas d'ascendance nobiliaire, vous en faites une dynastie par le roman de cet homme qui est décédé, Gabriel, qui est décédé sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, et que le Gabriel actuel, donc qui a une vingtaine d'années de nos jours, je dirais, porte le nom, et on voit à quel point la transmission du nom, le poids de ce fantôme, finalement, au début, il estime que finalement, c'est pas une coquetterie, mais quelque part, c'est une transmission, c'est quelque chose qui s'est transmis parce que c'était de génération en génération, mais qui progressivement, il se rend compte que ça le hante et que presque ça peut finir éventuellement par l'éteindre ou l'accabler considérablement. Oui, complètement. Il y avait l'idée initiale dans le roman de faire un premier chapitre dans lequel il y aurait une espèce de malédiction, justement, qui perdurerait sur plusieurs générations, parce que c'est toujours une question qui m'a intéressé, parce que bon, déjà le préambule du livre, c'est véritablement une histoire qui est arrivée, c'est l'histoire de ma famille, c'est-à-dire que cette femme qui s'échappe donc d'une région un peu perdue en Haute-Corse qui s'appelle la Lésagne, sur une mule parce qu'il y a 35 morts dans sa famille et qu'elle s'est cachée sous des cadavres, c'est véritablement arrivé. Et c'est comme ça qu'on est arrivé dans le village suivant, enfin bien plus bas, qui est Sangavino-d'Ampognane, et dans lequel on a été établi pendant des générations. Et moi, j'ai toujours entendu cette histoire depuis que je suis petit, et j'avais envie de montrer à quel point il y avait une forme de répétition inconsciente des schémas, parce que je me souviens toujours que mes parents m'ont toujours dit « Nous, on veut que tu sois libre, donc on te donne pas le prénom de ton grand-père ». Et ça avait été véritablement un choix presque métaphysique, en fait. On veut que tu vives, que tu puisses vivre ta propre existence et que tu n'aies pas le poids de ces fantômes du passé qui quelque part vont t'accabler et vont te forcer malgré toi à être ce que tu n'es pas initialement. Donc j'avais véritablement envie de pousser cette question à travers l'idée d'une malédiction, en fait, qui est donnée par cette femme qui s'appelle Vénérande et qui va faire des formes de crises mystiques dans lesquelles elle va avoir des prédictions sur un futur avec un Gabriel qui sera emporté dans le néant. Et le roman y répond 100 ans après. C'était à la fois pour interroger et la liberté et tout ce qui est de l'ordre de quels sont les fantômes avec lesquels on compose et comment on fait pour être libre vis-à-vis d'eux. Il y a aussi la question, et elle est aussi transversale à plusieurs de vos livres, la question des images, la question de la représentation par l'image, que ce soit par les réseaux sociaux, la réinvention même d'un personnage par les réseaux sociaux. Ça, c'est très présent chez vous. Chez vous, Clément Ribes, c'est la photographie. Ce sont les représentations à travers des légendes, donc des images qui sont fixées, qui se transmettent chez vous, Angela Nicolai. Vous, Félicia Vitti, ce sont les scènes que vous reconstituez. Cette question de la représentation et de l'image, par exemple, Joris Giovannetti, vous avez une expression, vous dites les images mentent. Alors moi, la question de l'image dans le roman est véritablement importante parce que
J'ai joué sur donc pour donner un peu les sous-bassements et la lecture plus philosophique du roman, j'ai joué sur une double signification de la différence entre ce qu'on appelle une icône ou une idole, en fait. Et ça me vient d'un livre de Jean-Luc Marion, qui est un philosophe, qui avait écrit un très beau livre qui s'appelle Dieu sans lettres, et dans lequel il explique que, en fait, dans la tradition chrétienne, quand on parle d'une idole, l'idole ne renvoie qu'à la vulgarité de sa propre matérialité. En fait, l'idole n'a pas de message, c'est juste la chose que l'on voit et qui ne dégage rien. Alors que l'icône a toujours une forme d'interrogation, de mystère. Et ce que j'ai voulu faire vis-à-vis de ça, c'est d'interroger la figure de Cécilia. Cécilia, donc, dont le nom vient de manière transparente de cécité. Gabriel, c'est celui qui cherche le secret, donc Gabriel qui va vers Cécilia. Et est-ce que, finalement, il n'y a pas une interprétation métaphysique de dire qu'est-ce qui se cache derrière ce visage, en fait? Qu'est-ce qui se cache derrière le visage si beau, si harmonieux? Et est-ce que, finalement, cette jeune femme est une idole, dans le sens où elle est prise dans la matérialité de son existence, dans le rapport à l'autre qu'elle essaye dans lequel elle essaye de reconstruire sa propre image d'elle-même, et ou sinon, est-ce que derrière ce visage, il y aurait peut-être un secret plus haut qui serait peut-être une réponse métaphysique à l'angoisse de Gabriel. C'était là-dessus le rapport à l'image. Alors sur l'image, peut-être Clément Ribes, sur la photographie, il y a ce moment très 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 intéressant où en fait le narrateur, donc vous, prend toute une série, le narrateur, c'est pas vous, disons le narrateur, alors voilà, prend toute une série de polaroïdes de Jérémie pour essayer de saisir quelque chose, et cette question de l'image, et par le biais de la photo, est récurrente, elle est quasiment, c'est presque le fil rouge en fait de ce livre. Oui, c'est le fil rouge, et en fait, pour le coup, j'ai aucune j'ai aucune théorisation ou explication de pourquoi j'ai fait ça. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui aime beaucoup la photographie en tant qu'art et en tant que pratique, même si je suis pas du tout un photographe. Et j'avais juste envie que dans ce livre, il y ait, au fur et à mesure des pages, plusieurs scènes où il y a des photos qui sont en jeu, et essayer de décrire quel plaisir on peut avoir, quelle nécessité on peut avoir à regarder des images. Parce que bon, il y a évidemment des critiques qu'on peut adresser au fait de se rendre sans photo, etc. Enfin, le discours qu'on peut entendre de nos jours sur la réprobation, sur les réseaux sociaux, etc. Mais il y a quand même toujours aussi quelque chose qui fait qu'on éprouve un plaisir esthétique à voir des photographies quand elles sont très bien faites. Mais qu'est-ce que ce plaisir esthétique veut dire? Voilà, qu'est-ce qu'on cherche dans des images? Est-ce qu'on cherche la dernière trace de quelqu'un qu'on a aimé, d'un instant qu'on a vécu? Est-ce qu'on cherche autre chose? Et c'est ce que je voulais interroger. Mais je n'ai pas de réponse du tout à apporter à ces questions que je me suis moi-même posées. Et c'est surtout en fait ce qui m'intéresse aussi dans ce livre, c'est qu'en fait l'image, pour moi, c'est aussi l'image mentale. C'est-à-dire que je trouve que ce qu'il y a de plus fascinant et ce qui moi m'intéresse à essayer de travailler en littérature, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui est en face de moi. Je peux voir tout de lui, mais il y a une chose que je pourrais jamais voir, c'est ce qui se passe dans sa tête. Et je voulais essayer de voir comment, par exemple, là on est devant un tableau, là il y a le tableau, je pense que c'est une Vierge à l'enfant. Cette Vierge à l'enfant, elle me frappe. Et quand je la regarde, je pense à quelqu'un qui me fait penser à elle, qui elle-même va me faire penser à quelque chose d'autre. Donc c'est une espèce de migration sans cesse de la pensée, et comment une image se transforme en une autre et finit par faire surgir des souvenirs, des impressions, des sensations. Et c'est cette espèce de mélange de contemplation de photos et comment ça peut susciter quelque chose en nous. Voilà. C'est un peu difficile à expliquer, mais c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre. Et ce qui peut-être traverse beaucoup de vos livres aussi, c'est l'asymétrie dans les relations. C'est assez frappant, que ce soit du maître à l'élève, que ce soit également bien sûr de la mère à l'enfant, que ce soit dans une relation amoureuse. Il y a véritablement la désillusion, je dirais, mais qui est liée à peut-être l'initiation à l'existence, qui est que il y a
il y a une forme d'asymétrie dans nombreuses des relations, et je pense notamment au livre La fille verticale de Felicia Vitti, où vous parliez, vous dites justement, et c'est là où on voit un peu une désillusion qui est assez émouvante d'ailleurs, lorsque vous parlez de votre relation avec elle, vous dites, je pensais, je me remémore ces métaphores de la relation où on est soit le marteau, soit l'enclume. Et vous dites, mais moi, je pensais justement que l'amour, c'était un peu être entre les deux. Et c'est vrai que je trouvais que il y a une forme de désillusion et quelque chose d'un apprentissage un peu amer, finalement, de cette réalité. Oui, parce que ce que j'ai voulu dépeindre, c'est un amour passionnel. Et l'amour passionnel, en fait, il est subjectif et il est complètement disproportionné. Donc, ce qui crée, à mon avis, cette impression d'asymétrie, c'est que on a accès à absolument qu'un seul point de vue, donc c'est le point de vue de la narratrice, et le point de vue de la narratrice, il est complètement en fascination. Donc en fascination, il va mettre l'autre sur un piédestal. Elle est considérée comme une Aphrodite, elle est considérée comme une déesse, après elle est considérée comme un monstre. On est à l'intérieur de la pensée, et la pensée amoureuse, passionnelle, exagère complètement la réalité. C'est aussi pour ça qu'il faut, c'est fiction vraie ou pas, c'est là qu'on touche quelque chose de la vérité ou du faux. C'est-à-dire que quand on est subjectif, on est, même si on parle de quelque chose qui est vrai, on est toujours quelque part dans le faux. Donc c'est cette asymétrie-là que j'ai essayé de traiter, l'asymétrie amoureuse en fait. On a toujours l'impression que l'autre dont on est amoureux est un tortionnaire ou un monstre, un dieu, la plus belle personne sur Terre. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Il y a aussi une asymétrie aussi dans les liens, les relations affectives en règle générale. Je pense à la nouvelle qui se passe en Islande, dans le Nicolas, qui s'appelle Nabrok, où il y a cette camaraderie assez ambivalente et je ne vais pas tout dévoiler, mais assez brutale, notamment à la fin, entre Pali et Gilmur, où justement il y a cette asymétrie dès le début dans leur lien qui finalement progressivement se dévoile, mais ce qui va dans l'ambition de vos nouvelles qui est amoureuse, où justement progressivement on sent un peu cette dissonance. Oui, là c'est des personnages qui se rencontrent enfants et dans une espèce d'innocence des deux côtés, mais effectivement là on rejoint plutôt l'atavisme et le poids des traditions, le poids des croyances. Et le poids du coup des malédictions, puisqu'en fait ils vont être l'un et l'autre happés dans un système de dons et de contre-dons qui existe dans ce pays au moment de la grande famine. Et du coup c'est bon, après moi le rapport asymétrique, c'est un rapport de pouvoir en fait qui traverse toutes mes nouvelles, et notamment entre les femmes, et enfin c'est surtout les femmes qui subissent ce rapport de domination, puisque voilà, la plupart du temps mes personnages, ce sont des personnages féminins qui sont dominés, ou alors qui sont comme dans cette nouvelle avec Pali et Gilmour, qui sont du coup dominantes mais qui restent dans l'ombre. Il y a aussi une domination qui est liée au contexte, dans un rapport dominant-dominé qui est lié au contexte dans beaucoup de vos nouvelles, puisque une se déroule pendant la guerre d'Algérie, donc vous reparlez du contexte politique. Il y a cette question aussi dans la dernière nouvelle qui se situe aux États-Unis, dans une réserve avec des Indiens qui sont massacrés et dont on voit qu'ils essayent de survivre. Il y a cette question de rapport dominant-dominé en voie d'émancipation dans la nouvelle dont parlait Michel relative à l'Islande. Politiquement parlant, c'est assez présent chez vous et c'est en lien d'ailleurs avec cette dénonciation du patriarcat dont vous parlez à intervalles réguliers. Oui, alors je sais pas si ça a vraiment été réfléchi, mais c'est vrai que il y a plusieurs de ces nouvelles qui se situent dans des moments historiques d'émancipation aussi. Voilà, c'est-à-dire que les personnages cherchent à s'émanciper, et dans des moments de l'histoire où collectivement aussi la communauté à laquelle ils appartiennent vise une certaine émancipation, ou pour le coup, pour les Indiens dont il est question à Woundini, c'est pas une émancipation, c'est vraiment c'est le désespoir final avant la disparition. Et juste pour finir sur la question de l'asymétrie,
elle peut s'inverser, la symétrie, dans le rapport dominant-dominé. C'est assez, enfin, c'est ce que l'on peut retirer de votre livre, qui s'intitule d'ailleurs La loi du moins fort. On a le sentiment qu'à la fin du livre, on va pas la dévoiler évidemment, le rapport s'est un peu inversé. En tout cas, il a été optimisé. Oui, puis alors ça fait écho à ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait de ne pas savoir ce qu'on a, enfin ce qu'il y a dans l'esprit de l'autre. Et moi, c'est quelque chose qui me fascine, ce qui se passe dans notre tête et ce qui se passe dans la tête des autres aussi, évidemment. Et mais parce que justement, je voulais instaurer ce rapport de force-là, mais sans lequel je pense qu'il n'y a pas d'histoire. C'est-à-dire que je sais pas, l'histoire d'un couple qui fait la vaisselle à tour de rôle, je pense que ça n'a pas vraiment un grand intérêt. Donc, dès qu'il y a ce rapport de force, ce déséquilibre, cette asymétrie, effectivement, il y a une histoire à raconter. Et dans ce rapport de force-là, moi, je voulais, le modèle, c'était des souvenirs du bac de français avec Don Juan, et c'est Don Juan et son duo avec Sganarelle, mais qui est donc pour l'archétype celui du maître et du serviteur. Et effectivement, je voulais, puisque mon narrateur est plutôt dans le rôle du serviteur, qu'il n'en pense pas moins, en fait. Donc c'est un Sganarelle un peu plus malin, si on peut dire, et qui exerce sa liberté d'abord dans sa tête, voilà, et qui va la construire, sa liberté, et peut-être la trouver d'ailleurs, ou peut-être pas, mais en tout cas, effectivement, il y avait cette idée-là, et la loi du moins fort, c'est celui qui effectivement n'en pense pas moins, quoi, voilà. Et pour parler également de rapport de pouvoir, il faut également penser la personne qui, et vous le disiez, Clément Ribes, et c'est également le cas chez Félicia Vitti, la personne qui regarde, la personne qui regardait. Donc dès le début, l'asymétrie est en place. Et ce qu'on a rappelé ici, c'est que Jérémy justement vous échappe complètement. Il y a une liquidité terrible, même dans la présentation de des corps, notamment du narrateur et de Jérémy. Il y a l'idée le corps du narrateur serait plus terrien. Il y a quelque chose de Jérémy qui serait plus céleste, presque. Et c'est là où on voit l'asymétrie, parce qu'il y a toute une enquête que le narrateur mène pour essayer de situer Jérémy, d'abord dans le temps et aussi dans l'espace, puisqu'il va à Hendaye, où Jérémy est allé en villégiature. Et il y a vraiment ici, je trouve, une profonde asymétrie où il y a la personne qui cherche des informations constamment, qui essaie de capter son image, qui fouille en dessous de son lit. Il y a vraiment ça face à une figure qui finalement, on a le sentiment où il n'y a pas une réciprocité de fait. Et c'est là où où le rapport de pouvoir se joue également entre Jérémy et votre narrateur. Oui, absolument. En fait, moi, ce qui m'intéressait aussi de travailler ou d'étudier, ou en tout cas d'essayer de déplier dans ce livre, c'est qu'est-ce que c'est qu'un obsessionnel. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est complètement obsédé alors, ça peut être par une personne ou par quelque chose, en fait. C'est le mode de fonctionnement de la pensée obsessive. Et c'est vrai que ce narrateur, dont finalement lui aussi on sait assez peu de choses de lui, et je voulais qu'il soit uniquement caractérisé par le fait qu'il est obsédé par Jérémy. On sait pas, en effet, qui sont ses parents, on sait pas s'il a des frères et sœurs, on sait 2-3 choses, mais le moins de choses possible. Et donc, en effet, il vit cette histoire d'amour avec ce garçon, et en même temps, il a l'impression de pas le connaître, et donc il va se mettre à fouiller ses affaires, à le suivre dans la rue, savoir où il va la nuit, etc., etc. Alors il y a un petit côté de temps en temps je m'amuse un peu parce que il y a une scène de filature qui est comme une espèce de fausse parodie de roman noir, etc. Et mais c'était vraiment ça qui m'intéressait, c'est comment, toujours par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est le fonctionnement de la pensée de quelqu'un et le fonctionnement d'une pensée qui déraille. Comment je peux moi le traduire après en phrases. Donc voilà, c'est des comportements bizarres, déviants parfois, et une façon de le raconter aussi qui le mime. Voilà. Alors, il y a aussi la question je dirais des territoires, hein, pour schématiser. Chez vous, Clément Ribes, et chez vous, Félicia Vitti, c'est Paris, mais tout du moins les rues. Il y a l'idée de l'urbanité, il y a l'idée de la nuit.
On a véritablement l'impression que le territoire principal, c'est pas véritablement un lieu géographique, c'est la nuit, en fait, dans les deux romans. Alors, si un des deux peut... Enfin, je vais peut-être finir avec le panorama des territoires. Vous, c'est le monde entier, en fait. Angela Nicolai, il n'y a pas de territoire particulier, il y a simplement peut-être cette idée de territoire dans lequel il y a cet ancrage d'une tradition ou d'une légende particulière. Peut-être que c'est ce qui vous a permis de les sélectionner, entre guillemets. Et pour Joris et Giovanetti, c'est bon, la Corse, évidemment, hein, un peu Nice, mais quand même surtout la Corse du nord au sud, la Castagnice, Bastia, etc. Et vous, David Ducreux, il n'est pas, c'est un territoire innommé, non nommé, en tout cas. On imagine une ville de province dans sa configuration générale. Et voilà. Alors peut-être cette réaction sur les territoires, sur la nuit en particulier. Moi, j'aime beaucoup l'idée que le lieu ce soit la nuit. Enfin, je prends cette formule, je la garde, parce que c'est vrai que c'est quelque chose. Enfin, je laisse répondre Félicia, mais c'est vrai que c'est je vais dire une banalité, mais c'est à la fois un temps et un espace qu'on peut investir d'imaginaire, parce que même les lieux qu'on connaît très très bien, éclairés par le jour, à partir du moment où ils sont éclairés par des lampadaires, et il y a des ombres qui se projettent, etc. Donc en fait, c'est comme une lampe. En fait, on peut projeter, c'est un écran de cinéma. Et donc j'aime beaucoup cette idée-là. Et voilà, je te laisse répondre toi si tu veux. Moi, je crois que j'ai réfléchi le roman en clair-obscur, en fait. C'est-à-dire qu'à la manière dont il y a aussi des moments du jour, mais c'est toujours un jour qui agresse, qui coupe avec la nuit, qui vient rattraper la nuit. Donc du coup, il y avait une volonté esthétique, parce que je pense qu'il y a une volonté d'écrire comme un tableau, qui fait que j'ai choisi beaucoup de scènes nocturnes que je viens éclairer par des pointes de jour, en fait. C'est un peu comme ça que j'ai travaillé l'esthétique de la lumière dans le roman. Sur le territoire Alors oui, sur le territoire, donc on l'a déjà dit, c'était véritablement l'idée de faire une fiction sur la Corse contemporaine qui serait un petit peu, en quelque sorte, un état des lieux aussi à travers les différentes sociologies. Et je pense que le lieu le plus important, bien que ça convoque beaucoup la Castagnice, Ajaccio, même Paris ou Nice, l'idée c'est Corté en fait, parce que Corté c'est un lieu carrefour qui a un avantage spécifique sur les autres villes de Corse, c'est que peuvent s'y croiser des gens qui ne se croisent pas d'ordinaire. Et donc moi j'avais véritablement à cœur de faire une histoire à Corté pour pouvoir nous mettre, nous autres Corses, face à nos contradictions. En fait, on a souvent un discours sur ce que nous sommes, et après il y a la réalité. Donc moi ce que je voulais dire c'est, voilà, là une fois qu'on se croise tous, qu'est-ce qui se passe? Quel est ce mélange d'individus, et comment on réagit les uns aux autres dans ce territoire donné? Je me permets juste de compléter ce que vous venez de dire par le train est très présent. Les personnages se croisent et se recroisent dans le train qui justement les emmène à Corté, à l'université en l'occurrence. Mais ça, c'était effectivement très présent dans le livre. Angela Nicolai, sur les lieux, le choix des lieux. On l'a dit, Michel l'a dit, il y a le monde entier. Alors le monde entier, quand quasiment. même pas, mais disons beaucoup de continents. Voilà, beaucoup de continents. Et en fait, c'est pas que j'ai sélectionné des lieux, c'est que j'ai sélectionné des croyances. Voilà, c'est que dans toutes les nouvelles, quasiment, sauf la Souche-Mère, les croyances existent dans ces lieux. Et du coup, j'ai vraiment eu besoin d'enraciner l'histoire dans le lieu où la croyance vit. Parfois, ce sont des croyances ancestrales. Il y a 2 nouvelles qui se passent dans les Pouilles. Parfois, ce sont des croyances qui sont plus liées à la perte d'une culture, d'une identité, à un déracinement. Voilà, mais du coup, oui, le lieu nommé pour le coup était très important pour moi là dans ces nouvelles. David Ducreux, justement, sur le lieu sur non l'absence nommé. de lieu. Voilà. Alors moi en fait c'est que, mais de la même manière que certains personnages n'ont ni prénom ni nom, alors après c'est une histoire de contraste avec d'autres qui ont un prénom et un nom, mais la géographie en fait elle est très importante, mais c'est une maison, et en fait en réalité peu importe où elle est. Et puis surtout j'avais
il y a des clés en fait dans le livre pour deviner où ça se passe, ou en tout cas une partie puisque a priori il y a deux lieux, il y a le lieu de l'été ou des étés, et puis le lieu du reste de l'année. Et c'est par le nom des personnages, donc j'ai beaucoup de noms. Ça a l'air d'être une plaisanterie puisque je les ai appelés râteau, marteau, râteau, enfin je sais plus quoi. Mais je les écris en OT parce que dans la région à laquelle j'ai pensé moi, il y a beaucoup de noms de famille qui se terminent en OT. Voilà. Bon, après, mais c'est pas une nécessité, donc après c'est plus un jeu en réalité, y compris l'absence, quoi. Voilà. Et puis après, c'est peut-être, je me suis posé la question après coup, mais même par rapport au personnage, ou le fait que le narrateur, parce que là dans ce que je suis en train d'écrire, je me dis, en fait, mon narrateur va pas avoir de nom une fois de plus, et mais je sais pas trop pourquoi. Et alors après, je sais pas, je me dis que c'est peut-être le nouveau roman est peut-être passé par là, il y a peut-être quelque chose comme ça et qui a infusé un peu inconsciemment. Ça me paraît presque une question assez secondaire en réalité, quoi. Je voulais ajouter quelque chose par rapport au territoire parce que je n'ai pas parlé, mais ça parle aussi de la Corse en fait à l'intérieur du roman. Et je mets en opposition, en dichotomie, la Corse et Paris comme un espace de liberté nocturne où on peut s'évader, et la Corse au moment du confinement. Donc c'est assez un moment particulier parce que la narratrice se réfugie en Corse et ça devient comme une prison en plein air en fait, parce que c'est ce rapport à la nature, elle étouffe dans la nature, enfermée dans la nature, à l'extérieur. Et là j'en profite pour faire tout mon rapport au territoire personnel, mon rapport à la Corse. Mais je pense que ici, dans le roman particulièrement, le rapport entre Paris et la Corse est vu comme une liberté et un peu un enfermement. Oui, d'ailleurs, dans votre roman, comme dans celui de Joris Giovannetti, il y a aussi cette dichotomie, j'allais dire ce hiatus, enfin, il y a la Corse l'été et la Corse l'hiver. Alors vous faites aussi, vous assortissez cela de toute une série de considérations sociétales et autres. Chez vous, c'est très présent. Il y a au moins une ou deux pages consacrées à ce phénomène. Pourquoi dans les deux cas d'ailleurs? Pourquoi chez vous d'ailleurs? Et donc toujours dans le but de faire un portrait de l'île, parce que en fait on a accès selon la saison à deux mondes radicalement différents en fait, à une frénésie complètement incontrôlable l'été avec les comportements qui vont avec, puis d'un seul coup le temps devient long et monotone pendant presque 8 mois. Donc l'idée c'était véritablement, j'avais à cœur de un petit peu travailler la question du temps et de ces endroits où en fait on accumule des tonnes de frustration, on a l'impression que rien ne se passe, mais tout ce travail en souterrain quelque part, et puis au bout d'un moment les choses explosent d'un seul coup et jaillissent, et dans le roman c'est les moments du temps des anges, de l'Évôme en fait, c'est le moment où tout se bouscule. Félicia Witt, juste sur l'été, l'hiver, vous avez ça rejoint peut-être l'affaire de l'enfermement et du... Moi, j'essaie aussi de traduire la dépression. Quand on est en dépression en Corse, qu'elle est fait, elle nous fait. Il y avait beaucoup de ça. Donc, je parle de la Corse en hiver, alors qu'en fait, ça se passe au printemps, mais c'était juste cette impression de modification de l'environnement. Quand c'est ensoleillé, c'est sublime, on est dans un jardin d'Éden, et tout d'un coup il y a du brouillard et c'est lugubre, mais parce que moi je viens d'Altaroc, donc c'est assez prononcé. Voilà. On le visualise très bien dans votre livre. Et mais également il y a aussi le rythme des saisons chez vous, David Ducreux, parce que Romain Poisson c'est au début l'ami, non, c'était pas l'ami, c'est le partenaire de jeu, on va dire, voilà, on va plutôt davantage neutraliser, c'est partenaire de jeu de vacances de votre narrateur. Mais moi, je pense que j'ai une petite nostalgie pour ces moments-là, parce que l'été pendant l'enfance, c'est pas du tout la même chose que quand on devient adulte. Alors il y a des petites choses qui persistent, heureusement, mais effectivement, d'un seul coup, quand il y a pas, quand on ne va plus à l'école, qu'il n'y a plus rien à faire, qu'effectivement on a des nouveaux copains, qu'on doit s'occuper
puisque ce que les enfants oublient, c'est que quand ils sont en vacances avec leurs parents, c'est que leurs parents sont aussi en vacances, et donc des parents qui font autre chose ou se reposent tout simplement. Et j'aimais bien aussi l'idée de cette enfance un peu livrée à elle-même, d'aller jouer au fond du jardin avec des cailloux, enfin quelque chose de très simple. Et puis c'est aussi fabriquer des cabanes, c'est explorer, découvrir les expériences. Donc c'est il y a le comme si en fait il y avait deux temps, notamment dans l'enfance, avec le temps de l'apprentissage et puis l'été, le temps de l'expérimentation, où on expérimente autre chose. Donc il y a l'école de la tête et l'école de la vie, ou des choses comme ça. Donc c'était ces oppositions-là aussi qui m'intéressaient, ou cette complémentarité en réalité, je sais pas exactement, mais et puis parce que évidemment ça rythme le récit, tout en créant une sorte de flou, puisque les étés, quand on se souvient des étés de son enfance, on sait plus si on avait 6 ans, 8 ans, ou, et si on a été tous les ans, qu'on est tous les ans retourné dans la même maison, à la fin, on sait plus du tout à quel été c'était. Alors, on peut avoir des repères pour en repérer certains, pour retrouver la trace de certains de ces étés-là, mais le reste, c'est comme si effectivement il y avait un seul moment et que des morceaux comme ça. Et j'aime bien, on revient au côté fragmentaire du début, mais c'est un peu de ça. Ouais. Oui, on en vient aussi à la question de la temporalité, en fait. Parce que dans certains de vos livres, notamment chez vous, Clément Ribes, elle est abolie. On ne situe pas précisément, en dehors de la nuit, qui est un moment, mais de toute façon, qu'on ne date pas, on a l'impression d'un temps élastique, en fait. Il n'y a pas de séquençage de temporalité. Absolument. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire. Je voulais qu'on ait l'impression. D'ailleurs, vous dites on peut pas dater, et en fait on peut pas non plus se rendre compte de combien de temps a duré cette histoire d'amour. Elle peut très bien avoir duré 2 semaines, comme elle peut avoir duré 2 ou 3 ans. Et justement, ça m'intéressait beaucoup de semer le trouble, voilà, qu'on puisse pas le dire. Donc ça va par évidemment, ça se fait en enlevant tous les indicateurs de temps, comme vous avez dit, mais aussi même dans la façon dont la mémoire est mise en scène, de revenir sur des choses qui sont antérieures à ce dont on vient de parler. Enfin, voilà, tous ces brouillages temporels qui permettent de rendre le temps incertain et plastique. Voilà, c'est ça qui me plaisait. Je me suis bien amusé. Peut-être aussi sur la temporalité, je pense au recueil de nouvelles d'Angela Nicolai, plutôt sur la chronologie, puisque ça traverse, on a dit, tous les lieux, mais également un grand nombre d'époques. Il faut dire ce qui est. Au temps des Sioux, jusqu'à, on en parlait, l'Islande colonisée par le Danemark à l'époque, il y a aussi une forme d'abolition, non pas d'une temporalité, mais d'une historicité dans votre recueil. Elles sont pas du tout classées de manière chronologique, mais elles peuvent traverser, comme elles traversent plusieurs lieux, elles peuvent traverser plusieurs époques qui vont en gros quand même de la fin du 19e à la fin du 20e, quoi, à notre époque contemporaine, mais sans que ce soit là aussi un choix. C'est vraiment plutôt ce qui se jouait en termes de domination qui m'a intéressé, voilà, dans ces différents éclats de réalité. La temporalité, les images, effectivement, et en lisant vos livres, je me suis demandé, puisque la question de l'image est récurrente, la question de la représentation aussi chez vous, David Ducreux, ou plus exactement de ce qu'il y a derrière la représentation en tant qu'arme et arme politique notamment. Je me suis demandé si certains d'entre vous, on parle de littérature, mais il n'est pas interdit de croiser les disciplines, est-ce que certains d'entre vous ont pensé à une adaptation qui pourrait être une adaptation cinématographique ou visuelle du livre? Ça m'est venu à l'esprit parce que, oui. En l'écrivant, vous voulez le dire? En l'écrivant et peut-être a posteriori. En écrivant, non, moi c'était pas le cas. J'avais l'impression d'écrire un monologue intérieur, donc je voyais pas les images. Elles sont apparues après avec les lecteurs qui m'ont dit que c'était cinématographique par instant. Mais je l'ai pas écrit en pensant à une adaptation, parce que si j'avais pensé que ça pouvait être un film, j'aurais écrit un film. Oui, et de toute façon, on se demande si véritablement il y a un intérêt, c'est comme pour Jérémie, à ce que le personnage ait un visage.
ce qu'il soit incarné. Donc là, c'est véritablement un challenge. Ça serait un challenge cinématographique, du coup. Oui, moi j'ai écrit un livre pour qu'il soit pas adapté. J'ai tout fait pour qu'il le soit pas. Alors on en parlait il y a 2 jours avec Félicia, et donc tu me disais que en fait c'était, parce que moi je pense que c'est pas possible de le faire. Tu me disais c'est sûrement possible. Moi en tout cas j'ai tout fait pour compliquer la vie de la personne qui voudrait le faire. C'est réussi. Hein. Et Joris Giovanetti. Alors moi initialement quand j'ai écrit le livre, j'étais pas du tout dans ces considérations-là, parce que je voulais vraiment faire quelque chose de littéraire, donc j'y pensais pas du tout. Je me suis jamais véritablement posé la question. Et après, c'est vrai que on m'a fait souvent la réflexion de ça ferait un super film, une super série. Il y a des personnes justement qui sont du milieu et compagnie qui m'en ont parlé. Maintenant, si quelqu'un à bon entendeur veut l'adapter, faites-le. Hein, moi, ça me fait plaisir. Mais c'est pas le premier but. Peut-être David Ducreux. Oui, Clément, pardon. Moi, je le verrais bien au théâtre, mais bon, ça c'est autre chose, c'est une autre adaptation, mais le théâtre, ça me paraît assez approprié. Moi, c'est pareil, j'ai un peu le même genre de retour. On me dit c'est extrêmement visuel, ça, voilà. Après, je pense que c'est un sujet un peu, en tout cas, certaines scènes seraient peut-être un peu compliquées. En même temps, pourquoi pas, parce qu'il y a des films qui existent, et bon, moi j'ai quelques acquaintances avec le cinéma, donc je suis en train de faire circuler le livre, et puis on verra ce que ça donne ou pas. Et puis moi j'ai beaucoup de mal à l'imaginer, mais c'est pas mon travail en fait, donc c'est normal. Et je pense d'ailleurs souvent, pour avoir discuté avec beaucoup d'écrivains dont certains des livres étaient adaptés, et je dis bien adaptés, donc c'est-à-dire transformés aussi pour donner une autre œuvre, avec toutes les différences que ça. C'était un débat qu'on a eu au début du festival sur les adaptations, sont-elles forcément bonnes ou forcément mauvaises. Et je penchais plutôt pour la deuxième. En fait, oui, non, j'ai pas grand-chose de plus à dire, mais en tout cas, oui, à partir du moment où c'est pas notre travail, Félicia, toi, tu as peut-être un autre point de vue parce que tu pratiques les deux, et que tu vois bien les contraintes des deux. Mais en tout cas, c'est vrai que la narration n'est pas nécessairement la même au théâtre, au cinéma, etc. Donc nécessairement l'histoire doit être transformée ou découpée ou amputée et donc moi je le ferai pas, mais parce que j'en suis incapable, et voilà. Mais c'est pareil, évidemment. Après, je pense que il y a des chances pour que ce soit un peu décevant, notamment pour l'auteur, de voir son livre transformé en film et un peu trahi, en tout cas par rapport à ce qu'on voulait soi-même. Mais bon, c'est une autre question, quoi, en fait. Il y a des auteurs, je pense à Jérôme Ferrari, dont les livres ont été adaptés au cinéma, notamment par Thierry de Perrette. Il semble en être heureux. Oui, mais je pense qu'il a, je sais pas si c'est le cas, hein, je veux pas lui faire dire quelque chose qu'il ne penserait peut-être pas, mais je pense que pour l'auteur, à partir du moment où on fait le deuil de sa propre histoire, qu'on s'en détache, on accepte tout à fait qu'il y ait autre chose, parce que là, pour son image notamment, bon, il y a quelques infidélités, mais qui sont d'ailleurs très intéressantes, et chaque média, que ce soit le livre ou le film, va avoir ses forces et ses faiblesses, et c'est donc pas tout à fait les mêmes choses qui vont apparaître, quoi. Félicia Vitti, peut-être. Non, mais c'est sûr qu'en fait, en écrivant un roman, on met des complications au scénariste. Moi, par exemple, dans La Fille verticale, je pense que c'est très difficile à adapter si on n'est pas moi, parce que j'ai le reste de l'histoire, en fait. Et vous êtes vous, justement. Non, mais je sais, mais si quelqu'un pourrait s'en emparer et écrire complètement autre chose, en fait, parce que j'ai mis aucun dialogue, donc en fait, c'est tout, on peut imaginer absolument tout et y mettre absolument tout ce qu'on veut à l'intérieur de La Fille verticale. Et du coup, moi, ça me fait un peu peur, mais c'était le but aussi de ce roman-là, qu'il soit quelque part saisissable pour n'importe qui. Voilà. Et puis nous, on n'a pas de problème de budget, quoi. C'est-à-dire qu'on peut absolument imaginer ce qu'on veut. On se fout de savoir ce que ça coûte derrière à réaliser, quoi. Voilà. Non, moi, je voudrais juste ajouter quelque chose, c'est que je pense pas du tout qu'on pense cinéma quand on écrit
quand on écrit un livre, quoi, on écrit, c'est à la littérature qu'on pense, hein, comme tu disais, voilà, on a traversé nous-mêmes des tas de livres, en général, on a aimé, on n'a pas aimé, mais on est lecteurs, hein, tous depuis très longtemps. Même si on pense en images certaines scènes, ce sont pas forcément des images cinématographiques, quoi. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais ce sont des images mentales, voilà, comme tu disais justement. Et ce qu'elles essayent de traduire, c'est voilà beaucoup plus la densité du réel que l'image cinématographique qui finalement est assez superficielle, quoi. Oui, qui prête à d'autres interprétations, mais qui, curieusement, dans chacun de vos livres, finit par s'imposer un petit peu. Donc, alors, je ne sais pas si c'est un prisme du lectorat qui est un prisme très contemporain, parce que c'est une tendance très 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 importante. Et d'ailleurs, les éditeurs travaillent beaucoup avec les maisons de production. Il y a même un pôle dédié, y compris au sein du CNL. Donc voilà, c'était simplement la question par rapport à cette convocation des images. Maintenant, chacun effectivement est libre de laisser vivre son œuvre sans l'adapter ou sans la laisser adapter. Mais moi, je trouve ça très bien qu'il y ait une sorte de porosité ou de complicité, mais il y a une tendance aussi de livres qui sont écrits, enfin de romans qui sont écrits de manière vraiment, enfin quand il y a l'intention est là de vouloir en faire une série ou quelque chose, moi je trouve que pour le livre ça donne quelque chose qui n'est pas très intéressant en réalité. Et on voit bien que l'auteur est entre deux. C'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment voulu faire un scénario, mais enfin en même temps il n'a pas fait un vrai roman et donc et du coup je trouve que ça perd un peu et on le disait tout à l'heure, mais voilà enfin le livre a ses forces aussi ses faiblesses et comme le cinéma, mais il faut profiter de ça justement et donner la pleine mesure de ces moyens ou des moyens qu'on peut convoquer en écrivant qui dépassent de beaucoup tous les autres moyens en réalité, puisqu'on fait appel à l'imagination et notamment à l'aide aussi du lecteur qui va se fabriquer ses propres images et qui sont pas forcément celles qu'on voyait nous, quoi. Donc, voilà. Oui, un autre territoire fictionnel en fait. Et peut-être pour revenir au texte et à la littérature en elle-même, une dernière question, une question peut-être tellement attendue que finalement plus personne ne l'attend, je ne sais pas. Mais je pense que c'est une question qui est forcément centrale lorsqu'on parle de primo-romancier. Et vous m'excuserez peut-être du caractère conventionnel de la question. Et vous êtes libre d'en dire le moins possible. Voilà. Donc je vous mets parfaitement à l'aise et je pense que vous me voyez venir sur la question éventuellement d'un deuxième ouvrage qui peut-être vous a effleuré l'esprit ou non, ou vous effleurera peut-être un jour. Quelles sont éventuellement les perspectives que vous donnez à la suite de votre première œuvre publiée? Alors, je peux me permettre de répondre parce que j'ai peut-être un avantage sur mes camarades, je ne sais pas, c'est que le deuxième est prêt en fait. Ce qui est fleuré en effet. Vous allez vite, hein. Ben, en fait, j'ai eu de la chance parce que il est vrai que si et c'est pas pour donner de l'angoisse à des camarades, si je n'avais pas mon deuxième roman prêt, effectivement actuellement, je serais terrifié d'angoisse et je me dirais mais les gens attendent ça, et puis ça forcément ça va. Je reçois des messages et il y en a qui me demandent une suite et ça m'aurait influencé. Mais ma chance, c'est quelque part que mon premier roman a eu une histoire éditoriale un petit peu compliquée et il avait été préaccepté dans une autre maison qui avait fini par faire demi-tour. Et il y a eu à peu près 8 mois entre le refus finalement de la première maison et l'acceptation par de Noël. Donc, ce que j'avais fait, c'est que après une immense déception, j'avais un petit peu pété les plombs et j'ai écrit un deuxième roman en disant je vais faire un petit peu tout l'inverse du premier, puisque la Corse ça plaît pas, la sociologie ça plaît pas, la philosophie, je dis on va barrer tout ça et on fait autre chose, une petite histoire peut-être moins ambitieuse et qui j'espère verra le jour peut-être l'année prochaine. Enfin là c'est entre les mains de mon éditrice et je peux pas en dire davantage. On vous le souhaite en tout cas. La suite alors pour David Ducreux, vous êtes en train d'écrire. Oui, moi, pour conjurer le sort aussi, un petit peu comme Joris, au moment où j'ai envoyé le manuscrit final et avant qu'il ne passe en comité de lecture et qu'il soit accepté, donc j'avais très peur qu'il ne le soit pas en fait. Donc je me suis lancé tout de suite dans le deuxième. J'avais une idée.
mais que j'avais pas assez creusé, si bien que je me suis retrouvé face à un mur assez vite. Et puis bon, le premier a été accepté, et donc après j'ai pris mon temps pour retravailler. Et là, ça fait un bon mois que je travaille sur le deuxième, et là j'ai trouvé l'élan que je n'avais pas la première fois, mais parce que j'ai beaucoup plus construit, mûri l'histoire que je voulais, puis j'ai été chercher comme ça, puis j'ai aussi laissé les choses venir en fait. Et je pense que il y a à la fois ce qu'on provoque, mais il y a aussi ce qui arrive, et que on doit être un petit peu dans une double posture, à la fois un peu attentiste et très volontaire par ailleurs, mais il faut rester attentif à ce qui se passe autour de nous et aux signaux que je ne sais qui nous envoie. Clément, Rib. Je travaille beaucoup sur le deuxième, j'ai déjà le titre. Ouais, c'est tout pour l'instant. Moi, j'ai commencé à travailler aussi sur 2 idées de romans que j'écris en parallèle. Certains, un qui est plus autofictionnel, mais qui nécessite encore beaucoup de travail, et un autre roman plutôt historique où là, je vais essayer un exercice de style un peu différent, puisque j'ai décidé d'avoir un narrateur omniscient et d'écrire à 3e personne, pour essayer de montrer que je sais pas faire que de l'autofiction. Voilà. Angela Nicolai, peut-être une autre forme, un roman, pourquoi pas? J'aimerais bien, mais je ne sais pas. J'avoue que moi, j'écris encore beaucoup de nouvelles, en fait, que je publie dans littérature. Ça demande moins d'efforts. Voilà, je sais pas que je suis paresseuse, mais c'est que vraiment le travail au long cours du roman, ça continue à me faire assez peur. Donc bon, mais on verra. Peut-être avec un certain mûrissement, je sais pas. Écoutez, merci à tous les 5 en Merci. tout cas. Merci beaucoup. Merci. Et